Bonjour, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver pour la suite de mes mémoires. Vous êtes tous bien installés? Le jeune homme avec la capuche, vous pourriez arrêter de gigoter un instant, s'il vous plaît, ça me donne le tournis. Je sais bien que pour votre génération, l'attention maximale est de 59 secondes, mais là, je vous demande 3 minutes. Ça n'est pas long et ça vous donnera l'occasion d'entendre du bon français. C'est une langue en voie de disparition. Bien, commençons. Après avoir quitté la capitale au matin du 1er janvier 1900, nous prîmes donc le train qui nous emmena à Deauville, lieu de villégiature des familles fortunées, qui était déserté en cette période de l'année. Nous fûmes accueillis à la gare par Attila, un Roumain fort comme un Turc qui accomplissait toutes sortes de besognes au château et qui nous fit monter dans une carriole tirée par un seul cheval prénommé Zeus, aussi costaud et déterminé que son maître. Après une demi-heure de chaos, d'embardées et de freinages intempestifs, qui n'empêchèrent nullement le nouveau-né que j'étais de dormir profondément, nous arrivâmes enfin à la demeure fantasmagorique de mes grands-parents, le château du Petit Plaisir. Ma mère m'a raconté plus tard que notre chère Marie-Antoinette ouvrait une bouche et des yeux si grands qu'on aurait dit une petite fille se prenant tout à la fois pour la Belle au bois dormant et Scheherazade. Imaginez, un château de contes de fées auquel on aurait ajouté une aile ressemblant au Taj Mahal et une autre dans le style grande pagode chinoise. Le tout dominant un parc envahi de plantes et d'arbres venus du monde entier, et dans lequel circulaient toutes sortes d'animaux en liberté, des chiens, des ânes, des paons, des cochons et même une vache. Sur le perron nous attendaient, frétillant d'impatience, mes grands-parents, qui allaient jouer un rôle si déterminant dans ma vie. À ce point de mon récit d'ailleurs, je dois faire, comme disent les cinéastes, un flashback et nous retrouver en 1850 pour vous raconter l'histoire de mes grands-parents et celle de la construction de ce château. Ma grand-mère, Épiphanie, elle était née le jour de la fête des rois, était une fille d'aristocrates désargentés et originaux. Tout en s'adorant mutuellement, ses parents vivaient en couple libre, ce qui était évidemment horriblement choquant pour l'époque, mais c'était le seul moyen que ma grand-mère avait trouvé pour laisser libre cours à sa nymphomanie galopante. On ne parle d'ailleurs pas assez souvent de cette maladie très douloureuse à vivre et qui malheureusement est souvent héréditaire. Dans le cadre de notre famille, cela a sauté 2 générations, mais sur ce point glissant. Bref, contrairement à sa mère, Épiphanie, elle, était une jeune fille tout à fait respectable, dotée d'une voix ravissante de soprano. Oui, jeune homme. Alors, je ne sais pas ce qu'est un chanteur de rap, non, une soprano, c'est une voix aiguë, voyez-vous. Va! Ce genre-là. Et oui, je sais, ça calme. Où en étions-nous? Donc, ma grand-mère Épiphanie et sa jolie voix furent remarquées par Jacques Offenbach, qui la fit chanter plusieurs fois à l'Opéra Comique, jusqu'à l'arrivée d'Hortense Schneider, magnifique tigresse à la voix d'or dont il tomba éperdument amoureux, et qui exigea le départ de ma grand-mère, sinon ceinture. Bien que désolé pour la jeune Épiphanie et son talent, le grand Jaco, qui n'était qu'un homme, céda à la demande d'Hortense. Ce fut à l'occasion de sa dernière répétition avec lui que le destin allait transformer la vie de ma future grand-mère. En effet, la fenêtre de la salle de répétition était ouverte et un jeune homme de 20 ans qui passait par là fut subjugué par cette voix cristalline dont il tomba immédiatement amoureux. Il voulut bien sûr voir le visage de celle pour qui son cœur battait déjà, mais elle était de dos et il n'aperçut que quelques mèches échappées de son chignon et une petite goutte de sueur, nous étions en été, qui s'apprêtait à couler dans le cou de sa déjà bien-aimée. Il attendit patiemment devant la porte la fin de la répétition, à l'issue de laquelle Offenbach annonça à Épiphanie qu'elle était malheureusement devenue indésirable. C'est donc une jeune fille en pleurs qui le percuta en sortant en trombe de la salle. Mais, malgré un visage ravagé par les larmes et la colère, il sut qu'il ne s'était pas trompé et qu'il ferait son possible toute sa vie durant pour ramener le sourire et le soleil dans les yeux de son adoré. Ce jeune homme à la détermination farouche venait d'un monde radicalement opposé à celui de ma grand-mère. Il avait été abandonné à sa naissance sur les marches d'une église, comme c'était monnaie courante à l'époque, et il avait été recueilli par l'assistance publique. Face à son regard fier et son absence de pleurs, les bonnes sœurs qui s'occupèrent de lui les premiers jours le prénommèrent Roc. Et il le fut, ce Roc, très protecteur et rassurant pour toute sa famille jusqu'à son dernier soupir. Cet homme, exceptionnel, parti de rien, réussit en quelques années à bâtir, peut-être pas un empire, mais au moins un royaume. C'est l'heure. Oui, Archie, j'arrive. Le fouet. 2e tiroir de droite.
Oui, nous avons prévu un atelier cuisine avec Archie. La crème n'attend pas. Alors je vous dis à très vite. Au revoir, au revoir.